Bonjour à tous et bienvenue sur notre webinaire. On va attendre, on va patienter encore une petite minute, je vois qu'il est 11h01 et après on va rentrer dans le vif du sujet. On va attendre une petite minute. Permettre dans cette période chargée de laisser le temps à tout le monde de se connecter. Ok, je vous propose de commencer. De toute façon, ce webinaire sera enregistré, donc ça permettra un peu à d'autres personnes de consulter également cet enregistrement. Donc aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui pour parler de privilèges, de PAM et notamment de la partie endpoint. C'est-à-dire que on va faire un focus parmi tout ce que le monde du PAM et les différents piliers et un peu les produits que Alexis nous présentera plus tard. On va faire un focus sur la partie endpoint, donc le monde Windows Server, Linux, Apple, et de se dire qu'il y a toujours quelque chose qui est assez périlleux dans nos entreprises, c'est de trouver un équilibre entre la sécurité et la productivité. Et nous, on va essayer de mettre en avant le fait de se dire que ça peut être une vraie synergie, c'est-à-dire comment ne pas gérer de la frustration pour nos utilisateurs et administrateurs, et tout en gardant une sécurité. Okay, donc voilà, donc comment on va arriver à dérouler ce webinaire. On va avoir, donc je vais présenter les intervenants après. Il y aura le pourquoi qui va être exprimé par Beyond Trust, donc pourquoi on en est arrivé là, et un peu la raison d'être, j'ai envie de dire, de leurs produits. On aura après Miel via Fabien qui va nous expliquer comment ça marche concrètement. Et enfin, je prendrai la parole pour nous montrer en tant qu'IC Consult, en tant qu'intégrateur, comment on fait pour réussir ce type de déploiement PAM et plus spécifiquement OPM. Et enfin, on aura une série de questions par la suite. Donc, pourquoi on est là aujourd'hui? Alors, pourquoi on est là aujourd'hui? Je l'ai un peu introduit en agenda, mais ce qui est important de se dire quand on pose ce sujet, c'est qu'en fait, on a des attaques qui s'appuient quasiment tout le temps sur des privilèges mal gérés. C'est-à-dire soit des privilèges volés, soit hérités, soit permanents, pas assez just-in-time. Et en fait, on a d'un côté cette restriction qu'on doit appliquer, qu'on doit corriger, entre guillemets, mais également, on a des utilisateurs qui, eux, veulent juste travailler sans frustration, sans être bloqués, qui veulent garder leur autonomie pour faire des installations, des mises à jour, travailler sur leur outil métier et également réaliser des actions importantes dans l'administration IT, sur des serveurs, et voilà, sans être freinés. Okay, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup l'image que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire qu'on a l'image d'un équilibriste, donc c'est pour ça qu'on va essayer de non pas forcément trouver ce curseur encore une fois, mais plus de dire qu'on peut mettre ce curseur, on peut faire à la fois la sécurité et la productivité. Okay, et donc, comme je disais aussi en introduction, on va voir le pourquoi on fait ça, comment on le fait vraiment, c'est-à-dire passer un peu du discours un peu discours un peu trop facile de vous installer la solution et ça marche tout de suite. Ah non, se poser les vraies questions pour y arriver. Okay, pour parler de ce sujet, sur tous ces angles, entre guillemets, nous sommes trois aujourd'hui. Donc, il y a moi-même en tant que consultant IAM-PAM, IC Consult, où je vais vous parler vraiment de l'intégration des projets. Et je vais également être forcément l'animateur, j'ai envie de dire, de ce webinaire. Et j'introduirai également IC Consult et vous présenterai IC Consult. On aura Alexis Serrano de Beyond Trust qui va nous parler un peu des produits, notamment le focus EPM, Endpoint. On aura Fabien de chez Miel qui va nous montrer et démontrer, j'ai envie de dire, comment fonctionne le produit et un peu démystifier tout ça pour certains. Alors, IC Consult, très brièvement, nous sommes un pur player de l'IAM, donc le PAM fait partie de l'IAM.
On est plus de 850 experts à travers le monde, 450 clients. Il y a aussi, aujourd'hui, on a plus de 2000 projets réalisés. Donc, on fait du conseil, de l'architecture, de l'intégration jusqu'à l'opération. Ok. Donc, on a vraiment un écosystème complet de solutions d'éditeurs. C'est pour ça qu'on a une vraie valeur agnostique, j'ai envie de dire, où via le contexte, on en parlera après, via votre contexte, on est capable d'appliquer la solution qui convient le mieux. Ok. Donc voilà. Maintenant que le décor est posé, on va dire, les bases, on va pouvoir entrer directement dans le vif du sujet, j'ai envie de dire, avec Alexis qui va expliquer pourquoi c'est important de faire un focus sur cela et voilà, la vision éditeur, qui je pense est largement intéressante. Très bien, merci Antonien. Bonjour à tous. Donc, je suis Alexis Serrano, donc le responsable partenaire chez Beyond Trust. On va commencer déjà par vous présenter rapidement Beyond Trust, qui est un acteur donc spécialisé dans la gestion des privilèges. Que ce soit sur la partie gestion des comptes, des accès ou des permissions. Nous avons donc eu un portfolio qui permet de couvrir l'ensemble des disciplines du PAM, non seulement les disciplines traditionnelles, comme on peut le voir avec Password Safe, qui va gérer les comptes et les sessions pour l'ensemble des prestataires, mais aussi des personnels et des professionnels de l'IT au sens large. Ensuite, on a donc la partie, parce que c'est vrai que le principe du PAM, historiquement, était vraiment axé sur ces deux aspects que je viens d'évoquer. Aujourd'hui, la discipline du PAM s'est vraiment étoffée. Les cas d'usage se sont largement professionnalisés et complexifiés. Et maintenant, il y a trois piliers principaux qui sont la gestion des comptes et des sessions, mais aussi la gestion des accès sécurisés. Donc, c'est pour ça que nous avons deux modules, le Privilege Remote Access pour gérer les prestataires, se dédouaner des problématiques de VPN, et son petit frère pour la partie du helpdesk et des gens du support. Et le troisième pilier du PAM, qui est la partie Endpoint Privilege Management, qui se compose des trois briques que l'on voit sur la partie gauche, Entitle, AD Bridge et EPM. Avant de rentrer un petit peu dans le détail de ces briques qui sont le sujet du jour, en particulier la partie EPM, c'est vrai que Beyond Trust est reconnu depuis maintenant plus de 20 ans, 25 ans d'histoire sur ce secteur. On a toujours été spécialisé sur ces domaines-là. Les analystes Gartner nous ont classés comme leader sur les 7 dernières années consécutives depuis la création du carré magique. La grosse nouveauté de cette année, c'est qu'on a réussi à être classé premier en termes de capacité d'exécution. Donc pourquoi c'est important? Bon, déjà, c'est très important pour nous, c'est une reconnaissance des efforts, de la solution, du développement, mais aussi de nos accompagnements via nos partenaires comme IC Consult, qui viennent complémentariser nos solutions avec la partie service. Et c'est vrai que cette très belle performance cette année est liée au fait que nous avons une très bonne capacité d'exécution. En concret, c'est qu'effectivement, c'est ce que je disais, les cas d'usage du PAM et de l'IAM au sens large se sont largement étoffés, complexifiés, et Beyond Trust est le seul éditeur à avoir les trois piliers du PAM, donc la gestion des comptes et des sessions, la gestion des accès distants sécurisés et la gestion des permissions au sein des endpoints et des systèmes. On est le seul éditeur à avoir un historique en termes de produits, c'est-à-dire 20 ans d'histoire sur chacun des piliers. Et aussi une présence commerciale. C'est-à-dire que nos clients, 30% du chiffre d'affaires de Beyond Trust est réparti sur chacun de ces piliers. Donc c'est pour ça que le sujet EPM n'est pas une simple commodité, c'est vraiment un axe aussi important que ce que l'on peut avoir en tête quand on pense à du PAM de manière traditionnelle. Mais pour rentrer dans le sujet du jour, on a effectivement la partie Entitle qu'on verra, qui permet de gérer les permissions dans les contextes cloud et les accès au back-end. L'Active Directory Bridge, qui lui permet dans un contexte de gestion des permissions au niveau du poste en amont, de pouvoir faire le lien entre les systèmes Linux qui sont souvent authentifiés à part,
Là, on va pouvoir unifier tout ça et ramener nos systèmes Linux au sein de l'Active Directory et les gérer avec des GPO et avoir une centralisation de leur gestion et de leur authentification. Mais le sujet du jour, ça va être de pouvoir gérer les permissions au sein des endpoints grâce aux différents modules Beyond Trust, que ce soit sur la partie Windows, Mac et Linux. Encore une fois, une des grosses spécificités de Beyond Trust, c'est d'avoir cette capacité, d'avoir la profondeur de fonctionnalités, la profondeur de couverture de cas d'usage, aussi bien sur du contexte Windows, même si ça sera un petit peu le focus de ce webinaire aujourd'hui, ainsi que la démonstration que Fabien pourra nous faire par la suite. Mais il faut garder à l'esprit que Beyond Trust a aussi des modules qui permettent d'avoir la même profondeur et la même couverture fonctionnelle et technique sur du macOS, sur du Linux ou de l'Unix. Donc voilà un petit peu pour la gamme de produits, sans oublier au centre Identity Security Insight, qui est un ITDR, Identity Threat Detection and Response, qui est une brique qui fait partie, de la plateforme Beyond Trust, afin de pouvoir augmenter la partie visibilité, de découvrir et d'apporter sur l'ensemble des identités en se connectant aux différents providers d'identité, de vous apporter en lecture seule une visibilité complète et agnostique sur un maximum de sujets pour pouvoir redéfinir le périmètre qui a été largement éclaté. Donc, justement, ça fait une transition toute naturelle sur le périmètre qui se dissout, comme le dit ce slide. Moi, j'aime plutôt dire qu'il a été complémentarisé, complexifié par un contexte, une infrastructure qui change, des usages qui changent, des utilisateurs qui sont de plus en plus exigeants et qui ont des besoins de plus en plus spécifiques. Donc, on peut effectivement lister rapidement la partie cloud, qui aujourd'hui, bien sûr, on a intégré la virtualisation, les infrastructures cloud dans ce périmètre, mais on a aussi les applications SaaS qui sont non pas réservées à quelques utilisateurs, mais largement utilisées par la quasi-intégralité de nos utilisateurs. Donc là aussi, ça va nécessiter une gestion des privilèges un peu plus fine pour pouvoir intégrer la partie infrastructure cloud, mais aussi tous ces nouveaux usages d'applications qui peuvent être à l'extérieur de l'entreprise. À l'intérieur, sur site, on voit des usages qui sont aussi en pleine évolution, c'est-à-dire des utilisateurs qui, il y a quelques années, avaient des usages assez classiques avec quelques applications. Donc, on pouvait faire suivre le patrimoine applicatif de chaque utilisateur de manière assez facile. Aujourd'hui, on se rend compte que chacun des besoins métiers spécifiques ou même des utilisateurs personnels qui ont donc des besoins de plus en plus forts en termes de permission, des droits qui doivent être partagés, des droits qui doivent être aussi beaucoup plus dynamiques et des systèmes qui sont de plus en plus divers et variés. La partie DevOps et l'infrastructure back-end que j'évoquais. Donc là, bien sûr, qui dit digitalisation, qui dit les sociétés qui font du développement, qui prennent une partie de plus en plus importante dans la production et l'activité de l'entreprise, nécessite d'avoir un back-end de plus en plus disponible, de plus en plus ouvert à un maximum d'utilisateurs et aussi à des externes. Donc là, c'est vraiment important de pouvoir avoir une solution qui permet de pouvoir contrôler ses accès au back-end ainsi qu'à intégrer encore une fois une nouvelle infrastructure, une nouvelle manière de gérer des identités, des comptes et des systèmes, les conteneurs, les microservices dans des nouveaux contextes qui vont faire exploser le risque. Parce qu'effectivement, là où un compte et une session étaient utilisés sur une application donnée, là, dans ces contextes containers et microservices, on va multiplier la surface d'attaque de manière exponentielle avec le risque qui va avec. On n'oublie pas l'OT. L'OT qui est de plus en plus sollicité, qui est de plus en plus aussi connecté à l'IT, à l'extérieur et qui nécessite d'avoir encore une fois une gestion assez fine des permissions et surtout savoir cartographier quels utilisateurs ont besoin de faire quoi
sachant qu'effectivement que les attaquants ont bien compris que, un, ben, les usines commençaient à se connecter, que deux, il y avait beaucoup de systèmes qui étaient très difficiles à faire évoluer, avec des développements qui peuvent être des fois vieillissants, et donc du coup une cible, et c'est pour ça qu'on voit sur les dernières années une augmentation du pic d'activité sur les attaques visant les infrastructures industrielles. Maintenant, Antonien, tu peux passer au slide suivant, je te remercie. Donc, comme je disais, donc on a tout un tas d'usages qui sont venus se rajouter, que ce soit au niveau de l'infrastructure, au niveau des systèmes, au niveau des utilisateurs et des applications. La résultante évidente, c'est qu'effectivement, c'est cette gestion des privilèges. Et là, on voit bien, c'est un extrait de notre rapport Beyond Trust sur les vulnérabilités Microsoft qui met vraiment en lumière que l'élévation de privilèges, c'est là où le bas blesse, c'est là où les vulnérabilités ont du mal à s'adapter pour pouvoir justement bloquer les attaquants qui seraient intéressés par pouvoir corrompre ces identités afin d'accéder à la donnée ou de faire leur cheminement d'attaque. Donc on voit que l'élévation des privilèges est la cause numéro une composante des vulnérabilités Microsoft sur l'année 2024. Et on voit en bleu clair sur la partie de gauche que c'est largement représenté sur l'ensemble des systèmes Microsoft, que ce soit Windows, desktop, mais surtout serveur. Mais aussi, je vous invite à ce titre de regarder notre rapport des vulnérabilités Microsoft qui doit être disponible sur notre site web, qui est un rapport qu'on met à jour tous les ans pour voir un petit peu les tendances justement des vulnérabilités. On voit qu'il y a une tendance cette année qui est assez notable, c'est sur la partie Azure et Dynamics où on voit quand même un petit pic qui était inexistant et on voit le petit bleu clair apparaître en 2024 sur une zone. Donc on voit que ces vulnérabilités vont être beaucoup plus visibles et vont donner naissance à un maximum d'attaques dans les mois, trimestres et années à venir. Antonien, merci. Et donc du coup, pourquoi il est important de contrôler ces droits spécifiques? Ben, tout simplement parce que on a besoin, quand on est un utilisateur, que ce soit dans tous les contextes que j'ai pu évoquer, on a toujours besoin d'effectuer des tâches qui vont nécessiter des droits spécifiques. Et comme justement les utilisateurs sont de plus en plus dépendants de l'outil IT, et ont des besoins de plus en plus métiers, de plus en plus avancés, mais en fait, on va petit à petit leur donner des droits spécifiques, qui peuvent être des droits administrateurs, qui peuvent être des droits forts, ponctuels, donnés sur une partie du réseau, une application ou un système particulier, en tout état de cause, pour ne pas perturber la production, il faut qu'ils puissent faire ces activités, qu'ils puissent mettre à jour leur application métier, qu'ils puissent aller modifier des paramètres système, qu'ils puissent aussi prendre en charge des systèmes legacy ou qui sont un petit peu vieillissants parce qu'ils sont intégrés dans une chaîne de production qui est critique pour l'entreprise. Donc c'est là où on va pouvoir commencer à avoir les impacts de cette gestion des droits parce que les droits d'admin sont et leur on va dire leur diffusion est un très bon indicateur. Suivre le pourcentage de droits d'admin qui sont donnés sur ces utilisateurs nous donne un petit peu la tendance parce qu'effectivement, on ne peut pas non plus avoir une restriction qui soit trop forte, qui va donner des impacts sur la production et sur la productivité qui peuvent être assez négatifs. Donc là, on va avoir tendance à distribuer de plus en plus de droits. Et le corollaire, c'est tout simplement d'avoir aussi un service desk qui est capable d'interagir avec les utilisateurs. Et on verra dans quelle mesure aussi les requêtes à ce service desk peuvent avoir des impacts énormes sur la gestion donc du parc, des utilisateurs et de leur accès aux applications. Donc voilà, donc là on commence à arriver dans la thématique qu'évoquait Antonien en introduction. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a repris le même petit équilibriste, parce que c'est là où on a le sujet qui nous tient à cœur aujourd'hui, c'est de pouvoir offrir la possibilité de jouer avec ces deux critères. Avoir la possibilité d'offrir une sécurité avancée, mais qui ne soit pas là pour perturber et bloquer la productivité et la production. Donc, à ce sens,
dans ce sens, on va pouvoir avoir des impacts qui sont très forts en simplement pouvant cartographier, donnant de plus en plus d'accès aux utilisateurs et apprendre leurs usages. Une bonne expérience utilisateur, c'est un utilisateur qui fait ce dont il a besoin pour faire son travail sans encombre. Si on commence à lui bloquer l'accès à des applications pour des raisons de sécurité, il va appeler le helpdesk et là, on va tomber dans un processus qui va impacter sa productivité et aller dans le sens de la sécurité. Donc, c'est un petit peu là-dessus où on va mettre le doigt sur une problématique sur lesquelles une solution EPM va pouvoir apporter une solution et surtout apporter une méthodologie aussi au niveau du produit, mais aussi de l'accompagnement tel que les équipes d'IC Consult sont capables de vous fournir pour savoir comment faire évoluer la gestion dont on gère son parc, ses utilisateurs et leurs permissions. Et donc ensuite, pour résumer, c'est vrai qu'une solution d'EPM aura pour vocation de apporter le principe de moindre privilège, de supprimer les droits excessifs, les droits d'administrateurs locaux, des fois des fois des droits sur l'ensemble d'un réseau ou d'un domaine qui sont donnés à certains utilisateurs. Donc ça, on va pouvoir arrêter un petit peu ces pratiques-là et on va pouvoir le faire très rapidement. Donc c'est là où on a la force parce que le système de cartographie, de whitelisting, d'accès à des applications, ça existe depuis la nuit des temps. Par contre, c'était rarement utilisé parce que trop de faux positifs, trop dur à administrer au quotidien, on n'arrive pas à coller aux usages de chacun de mes utilisateurs, sachant que ces usages évoluent à une vitesse vertigineuse. Donc là, on est capable, grâce à l'expertise de BeyondTrust et c'est plus de 20 ans d'expertise sur le sujet de l'endpoint privilege management, d'avoir une solution qui est capable de mettre en place des politiques, d'enlever du jour au lendemain des droits d'admin. On n'est pas en train de dire qu'on va résoudre tous les problèmes du jour au lendemain. Par contre, on va pouvoir adresser cette problématique et avoir des mécanismes d'apprentissage qui nous permettent d'avoir le moins d'impact possible sur la production et la productivité. Sur la partie sécurité, donc on va pouvoir stopper les attaques grâce à l'application du just-in-time et du zero trust. Parce que comme on va donner au bon moment l'accès à l'utilisateur à l'application avec une philosophie de zero trust, l'ensemble des applications qui sont tout simplement, pas parce qu'elles sont malicieuses, pas parce que c'est le dernier ransomware qu'on va détecter et bloquer, c'est simplement parce qu'il n'aura rien à faire là. Et tout ce qui n'est pas contrôlé, tout ce qui n'est pas légitime et validé par le service informatique sera tout simplement bloqué a priori, en attendant bien sûr que l'EDR et les autres outils de sécurité le détectent et le nettoient. Et la conformité, on sait qu'on est à l'ère où la conformité est plus importante que jamais, que ce soit sur la partie NIS 2 et tant d'autres, DORA, Swift, PCI, ISO, etc. Vous allez pouvoir augmenter rapidement la compliance grâce à la traçabilité des agents EPM. Et je passe la main à Fabien qui va nous rentrer un petit peu plus dans les détails du sujet et performer une démonstration de notre solution. Merci Alexis. Justement pour imager tes dires sur le slide précédent, j'aime bien cette petite image qui résume assez bien finalement le principe de moindre privilège. Alors je ne l'ai pas trouvé en français, mais globalement, quand on parle de moindre privilège, en règle générale, on pense tout de suite sécurité et c'est vrai que ça reste le fer de lance, hein, réduire la surface d'attaque, stopper les malwares, éviter les erreurs humaines, ça reste de la sécurité. Mais il ne faut pas oublier que dans un produit comme EPM, on est aussi là, comme il a été dit, à préparer les audits, à rentrer et à cocher les cases des différentes réglementations auxquelles vous pouvez être soumis, et donc faire en sorte d'avoir un produit qui vous permette d'avoir moins d'administrateurs locaux, voire aucun, de garantir que vous suiviez justement les bonnes pratiques et que les applications que vous identifiez comme étant légitimes sont bien les seules et uniques à pouvoir s'exécuter. Et ça, en fait, ça vient aussi allier un troisième volet. Ce troisième volet, c'est la performance ou la productivité des utilisateurs parce que finalement, on va leur permettre d'utiliser n'importe quel niveau d'application légitime, encore une fois, qu'elles aient besoin ou non de privilèges de manière transparente. On va leur permettre on va les autonomiser dans leurs actions parce qu'il y a des choses qui doivent
pouvoir être réalisé avec des privilèges, et qu'aujourd'hui, on est souvent justement, on a un choix qui est binaire. Soit je lui donne beaucoup de choses, c'est ce fameux équilibriste, hein, soit je lui donne les permissions pour qu'il soit autonome, qu'il puisse travailler et il va être content, mais moi d'un point de vue sécurité, je suis pas content et je suis pas conforme, versus le fait où je lui donne rien et là pour le coup c'est lui qui est pas content parce qu'il peut pas travailler, il appelle mon support et il surcharge les différentes équipes. Euh, Cette partie moindre privilège, elle va s'articuler justement, donc si tu peux passer au slide suivant, elle va s'articuler en fait dans votre logique globale de sécurisation avec des éléments qui sont aujourd'hui extrêmement présents chez quasiment tous les clients, hein, la partie antivirale, la partie EDR, la partie analytics et remédiation aussi. Et finalement, on s'aperçoit que cette brique EPM qui gère les applications, qui gère les privilèges, bah, elle est relativement encore peu représentée, en tout cas pas assez représentée, alors qu'elle fait vraiment partie des différentes briques de sécurité des endpoints aujourd'hui. Donc c'est un point qui est essentiel. Comment aujourd'hui cette partie EPM elle agit? Elle agit, non, c'était très bien. Elle agit sur trois notions. La première notion qui va être en fait celle pour laquelle aujourd'hui 100% des clients achètent le produit, c'est cette gestion des privilèges. Donc, on sait qu'on a un panel d'applications qui ont besoin de privilèges. On a obligation de les mettre à disposition d'un certain panel d'utilisateurs aussi à l'autre bout, euh, parce que sinon ils ne peuvent pas travailler, parce qu'ils ne peuvent pas réaliser leurs actions quotidiennes. Et donc, ce produit, il est acquis dans un premier temps pour ces fameuses applications à privilèges, pour faire en sorte que mes users restent simples utilisateurs, mais puissent finalement travailler dans ces applications à privilèges. Et c'est la première visibilité qu'on vient apporter sur cette partie-là. Reviens sur le slide. Merci. Euh, c'est vraiment cette première partie-là des gestions à privilèges, mais finalement on couvre un panel applicatif relativement faible parce que les applications à privilèges c'est 10-15% de votre panel applicatif, et c'est pour ça que le deuxième volet va venir apporter aussi la gestion non pas des applications à privilèges, mais des applications finalement communes, sans privilèges, qui peuvent être traitées sur l'ensemble des postes de l'entreprise, encore une fois, qu'ils soient Windows, Mac ou Linux. Et ces applications-là, on s'en rend compte aujourd'hui, et vous le verrez dans la démonstration, finalement, c'est un point d'aveuglement dans les entreprises parce qu'elles n'ont pas besoin de privilèges, donc on ne les contrôle pas, on ne les voit pas, on n'a aucune idée de qui utilise quoi. Et plus que ça, même les éditeurs de logiciels, d'applications ont bien compris ça, c'est qu'aujourd'hui, ils développent des applications qui n'ont plus besoin de privilèges, qui viennent s'installer dans les profils des utilisateurs, qui sont des applications qu'on appelle portables. Et du coup, on est vraiment dans le pur shadow IT, hein, dans le sens où nos utilisateurs aujourd'hui ont la capacité à utiliser des applications en toute transparence, en toute invisibilité, je dirais, au sein de leur système et de leur poste de travail, mais qui pour autant peuvent comporter des vulnérabilités, des risques et du coup de la non-légitimité en termes d'usage. Et ça, on l'aura bien compris, que ce soit des applications sans privilège ou à privilège, mais en fait, le besoin premier pour l'IT, hein, ça va rester la visibilité comme tout outil de sécurité. On a besoin de montrer, de voir, de comprendre, de cartographier les applications que nos utilisateurs utilisent au quotidien. Alors comment on fait ça d'un point de vue technique produit? Si je prends juste les trois petites icônes de gauche, c'est la partie traditionnelle de comment fonctionne un système d'exploitation. C'est-à-dire que quand je me log sur mon système, ben, on vient m'associer ce qu'on appelle un jeton d'accès, hein, c'est-à-dire un jeton qui donne mes privilèges au sein de ma session. Et au sein de cette session, à chaque fois que je vais lancer une application, c'est ce jeton qui va aller être injecté dans l'application pour dire, bah voilà, cette application tourne avec les privilèges de l'utilisateur. Et la bonne pratique, encore une fois, il faut que ce jeton soit un jeton avec des privilèges standards. Sauf que quand une application a besoin de privilèges et que j'essaye de mettre mon jeton standard, bah, cette application, elle ne va pas fonctionner. Donc nous, notre mécanique, elle est relativement simple et compréhensible. On ne va pas changer le lancement des applications, on ne va pas changer la mécanique pour l'utilisateur à utiliser ces applications. Simplement, au moment où il va lancer sa fameuse application, nous, on va positionner notre politique et notre politique, elle va prendre une décision. Cette décision, elle peut être triple, c'est-à-dire que soit mon application a besoin de privilèges et elle a été identifiée en tant que telle comme étant légitime et je vais faire une injection du jeton privilégié dans cette application, ce qui fait que pour mon utilisateur, c'est invisible. L'application bénéficie des privilèges. Moi, mon compte utilisateur, il reste standard, mais l'application elle-même et seule l'application fonctionne dans les privilèges adaptés. Soit au contraire, l'application n'a pas besoin de privilèges, mais pour autant, elle est légitime, donc je la laisse passer, je conserve le token, le jeton standard, et elle continue à fonctionner exactement comme elle fonctionnait la minute d'avant.
Soit troisième cas, c'est une application non légitime et je vais pouvoir et vouloir la bloquer pour qu'elle soit inopérante sur le système de mon utilisateur. Et tout ça, je ne vais pas le faire de manière simplement binaire, hein, c'est-à-dire ça se lance ou ça se lance pas. Aujourd'hui, sous Windows ou sous Mac, c'est un petit peu le concept, hein, c'est des réactions binaires. Soit j'y ai accès, ça fonctionne, soit j'y ai pas accès et ça va pas fonctionner. Nous, on va être capable au milieu de tout ça de granulariser et de contextualiser l'accès, donc soit privilégié, non privilégié ou bloqué, en faisant en sorte d'utiliser des messages variés qui vont nous permettre d'identifier en fonction de qui je suis, de quel poste j'utilise et de quelle application j'essaye à laquelle j'essaye d'accéder, de positionner en frontal de l'utilisateur un panel de messages qui vont être variés en fonction du risque associé. Ça peut être une simple notification, ça peut être une confirmation, est-ce que tu es sûr de vouloir accéder à cette application-là? Ça peut être un workflow d'approbation, ça peut être une saisie d'authentification pour garantir qu'il est bien la personne qui prétend être, ça peut être du multifacteur. Donc tout ça, en fait, on va venir granulariser les risques parce que toute application ou tout accès n'est pas identique à sa voisine, hein. On a des applications que je vais laisser passer peut-être en durcissant quand même la porte d'entrée, versus d'autres où je vais complètement bloquer son accès. Donc on voit bien que la notion de granularité, elle est importante, personnalisable aussi, hein, parce que les messages sont multilingues, les messages sont complètement personnalisables en fonction de vos icônes, de vos logos, de tout ce que vous voulez mettre, de vos couleurs. Donc on est complètement capable de s'adapter à l'ergonomie utilisateur, et c'est là que c'est important aussi, hein, c'est que le message, ça reste quand même la partie visible de l'iceberg pour l'utilisateur. Donc pour l'utilisateur, il faut lui parler dans son langage de manière ergonomique, adaptée à l'entreprise, et en même temps, en lui mettant les bonnes barrières, plus ou moins dures, plus ou moins hautes, savoir s'il va pouvoir passer cette barrière en toute autonomie ou pas. Côté administrateur, la visibilité, elle est différente. Moi, ce n'est pas une question de message, c'est vraiment des notions de statistiques, c'est vraiment des notions de métriques, c'est vraiment des notions d'usage. Qui utilise quoi, combien de fois, sur quel poste, quelle application a besoin de privilèges, quels sont les messages qui ont été présentés à mes utilisateurs, quelles sont les applications qui sont globalement utilisées, et donc d'avoir vraiment une cartographie qui va être la plus complète possible au niveau des postes utilisateurs. Ceci étant, étant dit, l'idée c'est de vous montrer aussi quand même à quoi peut ressembler cette, cette application. Donc je vais partager mon écran. Donc vous voyez maintenant mon écran. Donc simplement pour vous parler un petit peu de l'ergonomie qu'on peut attendre en tant qu'utilisateur, hein. Si, pour rappel, si je ne suis pas administrateur de mon poste, qui est quand même la bonne pratique, à chaque fois que je vais chercher à réaliser une action privilégiée, je vais me retrouver avec ce qu'on appelle un pop-up UAC, hein, un contrôle. Globalement, ce qui s'est passé ici, si je reprends mon petit schéma de tout à l'heure, j'ai un jeton pour mon utilisateur, un jeton standard. J'essaye d'accéder à une action qui nécessite des privilèges. Le système propose mon jeton standard, mais l'application à l'autre bout dit, bah non, ton jeton n'a pas suffisamment de privilèges. Merci de t'authentifier avec un autre compte. Et ce message-là, finalement, je vais le retrouver de manière très vaste. Et quand je vous disais que c'est binaire, finalement, j'ai double-cliqué ici sur un installeur de type MSI, mais je pourrais tout à fait chercher à utiliser un point .exe, j'aurais la même chose. Je pourrais essayer d'utiliser une commande du système, par exemple, je cherche à modifier ma carte réseau, je vais avoir la même chose. Donc, on s'aperçoit que mon système Windows, il réagit de manière binaire. J'ai pas les privilèges, ça se lance. La preuve, j'ai une petite application WinSCP portable, je la lance, elle fonctionne. C'est aussi un manque de contrôle, hein, finalement, parce que cette application-là n'a pas été posée dans le système par mon IT. Moi, je l'ai téléchargée, elle n'a pas besoin de privilèges, je clique dessus, ça fonctionne. Ce qui est un vrai problème en termes de légitimité d'accès, de cartographie du parc. C'est une application qui ne demande rien à personne, elle fonctionne en toute autonomie. Contrario à toutes celles qui demandent des privilèges, où là, je suis bloqué, parce que si je ne connais pas un compte euh, d'administrateur, je ne vais pas pouvoir utiliser cette application-là ou installer un nouveau composant, mettre à jour mon application. Qu'est-ce qui se passe? J'appelle mon support. Donc, insatisfaction. Côté EPM, on a la chance de travailler avec des workstyles, des profils, mais qui sont préfabriqués. On a un quick start et Antonien reviendra dessus. Donc, de mon côté, je vais simplement activer deux workstyles. Je vais sauvegarder cette configuration-là et l'associer à mon poste de démo. Donc, toute la politique qui est présente ici, c'est une politique
préfabriqués hein, par Beyond Trust. C'est pour ça qu'au jour 1, on est vraiment capable d'enlever les privilèges administrateurs, mais en permettant aux utilisateurs de continuer à fonctionner comme la veille. On va être non intrusif, on va vraiment se positionner sur un mode audit et sur cette capacité à, au jour 1, passer sur le moindre privilège. C'est un point essentiel. Côté post-utilisateur, du coup, je vais faire un petit refresh juste pour être sûr que ma politique a bien été impactée. Et on va voir que si je cherche par exemple à lancer un applicatif, bah, cette application-là, elle est non signée, hein, on voit que le signataire est inconnu. On va me challenger, on va me dire, bah non, tu ne peux pas le faire tout seul, ça. Il faut que tu appelles ton support ou il faut que quelqu'un soit capable justement de saisir un compte de support pour autoriser ce passage-là. Donc il y a des éléments pour lesquels je ne vais plus être autonome. Par contre, il y a peut-être d'autres éléments où je vais être autonome. Par exemple, ici, Putty, ça a peut-être été identifié comme étant une application moins risquée, connue, avec en tout cas, on le voit ici, un publisher identifié. Bah, je vais pouvoir passer la porte simplement en sélectionnant la raison pour laquelle j'ai besoin d'accéder à ça. Je vais pouvoir avoir ce type d'information sur tout type de ressources, hein, donc du MSI, du .exe, mais ça peut être des services Windows, ça peut être des scripts, que ce soit des scripts Windows, des scripts PowerShell, etc. Je vais aussi pouvoir le faire sur tout ce qui est commande système, commande Windows nativement. Encore une fois, vous pouvez transposer cette idée à tous les types d'environnements poste de travail qui existent chez vous. On va avoir cette même logique globale. Ici, on voit, c'est considéré sûrement moins à risque. La preuve, je n'ai qu'une confirmation pour accéder aux outils de modification de mon adresse IP. Autre élément encore, c'est que sur cette partie application sans privilège, ici je parlais de WinTP, on voit que je vais aussi pouvoir mettre un contrôle. Donc moi ici, je n'ai pas bloqué l'accès, je ne suis pas encore peut-être suffisamment mature pour le faire, ou j'ai peut-être pas encore cette vocation à aller jusqu'au blocage, jusqu'à la liste blanche applicative, mais au moins je vais quand même pouvoir éduquer mes utilisateurs en leur disant attention, cette application-là, moi je ne la connais pas, elle n'est pas dans le périmètre IT, est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir l'exécuter? Donc on s'aperçoit qu'une application qui était inconnue du système préalablement, elle vient quand même heurter une de mes politiques en disant bah, cette appli, je ne la connais pas. Soit elle ne demande pas de privilège, mais pour autant, est-ce que c'est réellement légitime? À toi de me le confirmer. Tous ces J'ai une éléments-là. petite question, Fabien. Oui, Imaginons que j'ai un utilisateur VIP. C'est-à-dire que bon, on a fait des super politiques pour l'ensemble des utilisateurs. Cependant, il y a le grand patron. Je n'ai pas envie de me le mettre à dos et je n'ai pas envie de le contraindre dans ses applications. Est-ce que je peux gérer des exceptions comme ça? alors en fait, tous les critères, toutes les actions qui sont menées, elles sont toujours basées sur trois notions, c'est le qui, le où et le quoi. C'est-à-dire que j'ai vraiment cette capacité à identifier qui va accéder à quoi, donc des profils d'utilisateurs variés, donc un profil VIP par exemple. Le quoi, parce que bien sûr, je vais identifier les postes, ils sont pareils, ils ne sont pas tous identiques. Un poste de développeur est différent d'un poste peut-être RH, qui est différent d'un poste qui est en mode libre accès, en mode kiosque dans l'accueil de l'entreprise. Et bien sûr le quoi, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais. On s'aperçoit là, moi, j'ai beau être avec un seul et même utilisateur, en fonction de l'action que je réalise, j'ai pas forcément le même message. De la même manière que si j'essaye de lancer en run as admin cette application, on va voir que de la même manière, je suis capable d'interfacer un workflow d'approbation. Donc, quelqu'un à l'autre bout, quelqu'un dans le système va devoir valider cet accès-là pour moi sur cet applicatif uniquement, sur une période unitaire ou plus longue dans le temps. Donc oui, bien D'accord. Donc sûr, la coercition et la flexibilité, tout est customisable, tout est adaptable en fonction d'un contexte, d'un utilisateur ou d'un poste en particulier, quoi. exactement. Donc on se rend bien compte comme ça qu'on va pouvoir très simplement, encore une fois, j'ai utilisé les quick start vraiment sortis de la boîte, hein, je dirais, des outils Beyond Trust. J'ai juste appliqué cette configuration. Vous avez vu que je suis passé en 30 secondes, je suis passé d'un environnement non géré à un environnement géré, mais pour autant, mon utilisateur, j'ai beau pas avoir de privilège, je peux continuer à travailler. J'ai juste des messages personnalisables qui me sont présentés et en fonction des niveaux de risque, bah, je vais accéder de manière plus ou moins dure à l'application. Et bien sûr, encore une fois, contextualisé, granularisé par rapport à mes populations, mes postes, mes environnements, mes applications. Je te laisse reprendre la main, Antonien, sur le Ouais, partage. je vais reprendre la main. L'idée aussi, que pendant que je fais la transition, c'est de sortir un peu de la dualité, de la brutalité aussi du pop-up Windows UAC, qui est aussi frustrant. Hop. Et je finirai juste donc mon intervention sur un dernier slide parce qu'on l'a évoqué en amont, mais c'est vrai que
même si aujourd'hui la très grande majorité des postes de travail utilisateurs sont sous Windows, et c'est pour ça que c'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup de déploiements qui se font dans le monde Windows, il ne faut pas oublier les environnements, premièrement Macintosh. Aujourd'hui, on a beaucoup de Mac dans les entreprises et souvent justement sur des populations sensibles, type VIP, type développeur, type marketing, avec des applications spécifiques. On a vraiment exactement le même produit que celui que je vous ai montré dans un environnement Mac avec un support complet et total sur ces environnements. Mais on est aussi capable de traiter des sujets serveurs. On l'a vu, les vulnérabilités, elles existent sur les serveurs. Dans le monde du PAM, les techniciens, ils se connectent sur des serveurs. Donc, faire du moindre privilège sur des serveurs, ça a aussi du sens. Et de la même manière, étendre tout ça aussi aux environnements Linux et Unix, ça a aussi du sens. Pour ce module-là, on est sur un produit qui est différent pour une raison simple, c'est qu'on ne peut pas gérer de la même manière en fait ces environnements. Mais on retrouve cette même logique, vous le voyez sur le slide, la notion du qui, la notion du quoi, la notion du où et la notion du quand, tout ça de manière reportée. Et donc, même sur les environnements Linux, Unix, qui sont souvent des environnements serveurs, mais parfois quelques-uns des De plus en environnements plus de desktop, hein. On a pas des mal de clients développeurs, qui ont du desktop dans les contextes magasins, par exemple. On retrouve des Ubuntu, vous savez, ces affichages, ces grandes télés qu'on retrouve pour faire des présentations ou de la promotion en magasin. Ben, souvent, par exemple, on a des clients qui aujourd'hui standardisent du Ubuntu desktop pour ce type de poste. Et on retrouve des technos EPM dans du contexte desktop, mais Linux. Et là, effectivement, et, ça a du sens ce que tu nous dis là. Et donc, dans cette même logique, toujours cette notion contextuelle, hein, en fonction de qui je suis, de ce que je cherche à faire sur le poste ou le serveur en question et quand est-ce que j'essaye de le faire, bah, je vais avoir cette capacité à faire de l'élévation dynamique de privilèges, même sur Linux. Hein, donc, centraliser finalement tout ce qui est configuration sudo, les sessions root. Donc, tout ça, je ne vais plus en avoir besoin et je vais tout ça gérer centralement au sein de mon outil de gestion de privilèges sur les environnements Linux, avec toujours cette notion de visibilité pour les administrateurs, de savoir qui fait quoi et quand. Et j'ai toujours l'interaction avec l'utilisateur dans le contexte Linux. Toujours l'interaction, en effet, des différents messages, les différentes Il n'y a pas possibilités d'UAC. pour lui d'être. Il n'y a pas d'UAC, mais finalement, c'est dans Linux, il y a la partie sudo hein, de base. Quand j'essaye de faire quelque chose, on me demande un mot de passe pour passer sur un privilège route. Aujourd'hui, nous, on va intercepter cet élément-là. On va être capable de le faire soit de manière complètement transparente, soit en challengeant l'utilisateur pour qu'il me prouve qu'il est bien celui qui prétend être pour accéder au privilège adéquat. Ok, super, merci. Je vais reprendre la main, merci Fabien. Du coup, vous l'avez compris, hein, on a vu le pourquoi, donc on avait un peu plus de théorie avec Alexis, qui nous a montré pourquoi la raison d'être des produits et pourquoi c'est indispensable, ça devient indispensable maintenant. Fabien nous a démontré comment ça peut être fait simplement. Par contre, vous l'avez vu, chez vous, dans vos entreprises, c'est vrai qu'on a toujours un contexte. On a contexte, il y a déjà, quand on parle de ce genre de sujet, de droit d'administrateur, des fois il y a des tranchées qui se creusent ou c'est vraiment peut-être même des levées de boucliers. Donc l'idée, c'est de le maître mot de tout ça, c'est déjà, on va en reparler après, c'est la communication. Aujourd'hui, notre valeur ajoutée chez IC Consult, c'est vraiment de se dire, bah, sous couvert un peu de notre expérience, je vais parler des 2000 projets, mais c'est d'avoir cette méthodologie pour dire, OK, nous, on se doit de maîtriser les fonctionnalités des éditeurs, des produits, et après, via votre contexte, vos priorités, vos contraintes, à nous de mettre en place une vraie synergie pour créer un vrai programme avec des choses qui sont atteignables, ok? Parce que on sait souvent que sur les sujets PAM, ben, pour que ça fonctionne vraiment, ben, il faut quelques ingrédients clés et je vous propose qu'on les voit ensemble rapidement. Donc ça, c'est vraiment les ingrédients d'un programme PAM qui réussit, comme on l'a vu avec le produit précédent, mais comme aussi hein, le PAM, c'est plein de fonctionnalités, plein de produits, tels qu'Alexis les a décrits. Euh, les ingrédients, on peut aussi dire les critères de succès, c'est aussi d'avoir un sponsor engagé. Ça, c'est hyper important. Avant de commencer ce type de sujet, bah, un sponsor engagé, c'est qui va donner du poids au programme, qui va trancher en cas de blocage. Un champion interne, ce qu'on appelle aussi, j'aime bien appeler, comme le disait un client, des PAM Angels, qui vont être de vrais facilitateurs humains. Ce n'est pas forcément des experts PAM, par contre, c'est des personnes qui vont communiquer, qui vont être des vrais adjuvants, j'ai envie de dire, à notre programme, qui vont impliquer les équipes. Ensuite, des règles simples. Des règles simples, ça ne sert à rien de partir dans l'utopie directement. Quand je dis dans l'utopie, c'est d'avoir un programme PAM qui est très, très abouti dès le départ. Il faut un peu, j'ai envie de dire, saucissonner pardon, les sujets. Mettre en place des règles simples, ça passe par
tout simplement aujourd'hui dans notre contexte qui a accès à quoi, pour combien de temps, qu'est-ce qu'on justifie, qu'est-ce qu'on ne justifie pas. Une approche progressive, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, quand je disais de saucissonner la chose. Une approche progressive. Et donc commencer par petit. Par un petit, ça peut être, dans le cas de Fabien, on l'a dit, hein, ça peut être pourquoi pas une population de développeurs, où après on va apprendre comment elle fonctionne, et ensuite on va agir, et pourquoi pas après étendre à d'autres équipes. Et le mot le plus important, quoi, pour moi, s'il y en a un, c'est quand on parle de PAM et de projet, c'est l'accompagnement au changement, la conduite au changement. C'est la conduite au changement, mais c'est aussi des habitudes. C'est pas forcément, c'est des habitudes qui ont été prises depuis plusieurs années et que du coup, bah, il faut aller lutter un peu contre ça. Et ça, on ne peut pas le faire de manière brutale. Et il faut vraiment avoir le mot, c'est accompagner, communiquer, mettre en place des workshops, leur dire pourquoi on fait ça. Et, euh, et voilà quoi. Les quick wins visibles, bah, c'est comme Fabien l'a dit, c'est vraiment un peu le sujet. C'est que je vais en reparler juste après des quick wins visibles et on va voir que l'EPM a un rôle dans ce programme PAM. Voilà, là, je fais un focus vraiment sur la partie un peu projet, c'est-à-dire que trop chez IC Consult, on a pour habitude de mettre en place des études de maturité. Alors, la raison d'être de ces études de maturité, c'est que j'aime bien dire, c'est avant d'acheter un produit, de se mettre sur l'acquisition d'un produit, on est déjà capable donc au lieu de payer des licences tout de suite, de se poser des questions pour se dire qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on aura cet outil, par quoi on va commencer, etc. C'est-à-dire de vraiment cartographier les sujets, les prioriser. Et voilà, c'est tout ça, ce que j'aime bien dire, hein, c'est le plan de bataille qu'on va mettre. Et une fois qu'on a le plan de bataille, qu'on sait déjà où on va aller, je pense que maintenant, dès qu'on a le produit, on est capable d'aller tout de suite dans cette configuration. Okay, et c'est là que le PM crée vraiment une différence intéressante par rapport au monde du PAM, des fois des notions un peu complexes, on parle de bastion, de vaulting, de rotation, des choses comme ça. Et dans tous les piliers techniques du PAM, on a ce côté, on a le PM. Et le PM, eh ben, on va voir que c'est un peu différent. Parce que, comme je vous l'ai dit avant, on a le PAM se prépare, c'est vraiment le plan de bataille, les règles d'accès, l'architecture, ou tout, c'est des choses complexes qui prennent des fois beaucoup de temps. Donc c'est pour ça qu'il faut avancer par étapes. C'est un peu le résumé de ce qu'on s'était dit avant ça. Donc les processus, le but, c'est de vraiment pas brusquer les gens, faire vraiment une communication, leur dire que c'est aussi dans ce qu'on a montré avant, pour une population qui n'était pas forcément administrateur avant, c'est-à-dire qu'ils doivent tout le temps appeler le support, le helpdesk, comme le disait Alexis, et ben, demain, on peut aussi leur donner des droits qu'ils n'avaient pas avant. Donc, on ne parle pas de retirer des droits administrateurs, on parle de gens qui avaient déjà des droits basiques, standards, et qu'on va leur donner des fonctionnalités en plus parce qu'on se dise, bah oui, c'est totalement en accord avec notre contexte, notre entreprise, ça fait partie de ce qu'on appelle la whitelist. Et donc, oui, on te donne automatiquement ce privilège alors que tu ne l'as jamais eu. Comme ça, tu n'as plus besoin d'appeler le support pour réaliser des tâches basiques. Donc, vous l'avez vu, c'est que le PAM, chose qui peut sembler compliquée, par contre, le PM va vite. Fabien a parlé des quick wins, c'est-à-dire des quick starts. Les quick starts, ce sont des policies par défaut de Beyond Trust qui ont été réalisées par rapport je ne sais plus combien, j'avais vu le chiffre, mais beaucoup de projets en fait EPM, et du coup on a été capable de dresser tout un ensemble de politiques qui sont communes à plusieurs clients. Et grâce à ces politiques communes, on est capable le jour J, le lendemain, on va dire, de l'intégration, de les mettre en place et déjà avoir 80% de la configuration qui va être réaliste, qui va être fonctionnel et qui va répondre déjà aux besoins, de la partie EPM. Donc c'est pour ça, ce qu'il faut retenir, c'est que dans tout le monde du PAM, le PM reste la quick win. Si vous voulez commencer une aventure PAM, commencez par le PM. Ça vous permet si je devais comparer ça un peu à un escalier, ça vous permet, le PM, d'aller très vite sur la première marche sans big bang, sans gros atelier. On est capable, même, on en parlera après, c'est de poker rapidement et donc d'avoir des ROI rapides. Et d'ailleurs, je pense que même lorsqu'on préparait ce webinaire avec Alexis m'évoquait un ROI et il en a parlé un peu tout à l'heure sur la partie service desk, où au final, le ROI, c'est aussi un coût qui est drastiquement diminué côté service desk parce que il y a moins d'appels, tout simplement. Effectivement, on a des retours d'expérience de clients qui ont
déployer des solutions EPM, d'abord dans une phase pilote, où ils ont regardé, bien sûr, si ça correspondait bien aux attentes en termes de sécurité, en termes de productivité, que ça faisait bien la mission pour laquelle ils avaient lancé leur projet. Mais après, ils ont regardé aussi le nombre de tickets par la population concernée, la durée, le temps de résolution pour chacun de ces tickets. Ils ont constaté une baisse assez significative. Extrapoler cette baisse sur l'ensemble du parc, sur l'ensemble des utilisateurs et des postes, ça leur a permis de financer 3 fois l'acquisition de la solution EPM. Donc c'est vrai qu'il y a bien sûr les impacts directs en termes de sécurité et en termes de qu'est-ce qu'on est en train d'accomplir par rapport à une problématique donnée. Et après, il y a des métriques d'ROI qui peuvent être indirectes. Et là, en l'occurrence, effectivement, c'est sur le coût du helpdesk qui a pu montrer des choses assez intéressantes et qui a permis aux clients de non seulement financer le PM, mais aussi dégager des budgets pour pouvoir restructurer d'autres choses au niveau du service desk. Voilà, et puis pour terminer, entre guillemets, sur cette slide, et un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu la phrase à retenir de ce webinaire, c'est que l'EPM fait partie du PAM, le PAM fait partie de la YAM, mais plus simplement, c'est le PAM, c'est une stratégie globale, on a un vrai programme, mais l'EPM, on peut avoir un impact immédiat. C'est vraiment ce qu'il faut garder en tête, c'est que si on avait eu des quick start pour faire des bastions ou des choses un peu plus complexes, ce serait formidable, mais aujourd'hui, ça doit passer par beaucoup plus de workshops que l'intégration d'une solution comme EPM. J'ai piqué cette slide à Beyond Trust qui, je pense, qui était très, très explicative et significative sur ce qu'on vient de dire. Voilà, c'est vraiment à tester, à voir, mais on est capable d'aller très vite sur la partie EPM. L'EPM, si vous voulez montrer des résultats rapides, même au niveau direction, même niveau intégration d'un programme PAM, c'est vraiment par là où il faut commencer. OK. C'est tout pour la partie contenu. On va voir maintenant s'il y a des questions. Alors, j'ai regardé de mon côté, malheureusement, je crois que nos auditeurs, Ah, spectateurs sont restés assez timides. J'en ai vu une là qui était posée avant. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. C'est au niveau du licensing. Peut-être Alexis, tu peux vite rapidement faire Bien sûr. comment c'est. Non, non, très, très, très bonne question. Le licensing Beyond Trust est en souscription. Sur la partie EPM, on va être sur le nombre de postes sur lequel on va déployer un agent. Donc, typiquement, quand on est en train de qualifier un projet, une opportunité, on va demander les quantités, combien de postes. Après, il va falloir différencier la typologie du poste en question, parce qu'effectivement, nous avons une licence pour le desktop, une licence pour les serveurs, une licence pour le Windows et Mac et une licence pour Linux. Même si on a harmonisé les prix, forcément, techniquement, on a des agents différents qu'il faut déployer sur des systèmes bien différents. Mais en tout état de cause, donc c'est du licensing en souscription, qui peut être une souscription annuelle ou pluriannuelle, et qui est licencié au nombre de postes. Ensuite, on a la possibilité de faire du on-prem comme du SaaS, même si l'écrasante majorité des projets aujourd'hui se fait en infrastructure SaaS opérée et gérée par Beyond Trust. Et là, il y a une deuxième question qui vient d'arriver. C'est vrai que j'ai posé le mot, mais Fabien, tu peux peut-être la prendre. C'est-à-dire que clairement, en moyenne, ça dure combien de temps un POC et est-ce que c'est compliqué à mettre en place ou quoi? Si tu as deux mots peut-être à ajouter dessus. Alors, bah, c'est un peu ce qu'on a dit hein, sur la partie mise en œuvre, c'est quelque chose d'extrêmement rapide. La plateforme cloud, comme l'a souligné Alexis, qui est très largement favorisée, bah, elle nous aide aussi parce que forcément, du coup, toute la partie serveur, plateforme, reporting est déjà pré-buildée et pré-fournie par Beyond Trust. On a des outils aussi pour la partie déploiement et gestion automatique des mises à jour et des versions d'agents qui sont fournis. Et puis surtout, comme on l'a dit, les quick start. Les quick start, ça nous permet vraiment au jour 1, on enlève les privilèges des comptes qui en ont encore. On utilise les quick start de manière
adapté, hein. On a des quick start très flexibles pour des gens qui avaient l'habitude ou qui ont l'habitude de manipuler beaucoup de privilèges à la journée. On a des quick start un peu moins flexibles pour les gens qui n'étaient pas admin, mais pour lesquels on va souhaiter leur donner un petit peu d'autonomie quand même. Donc, capacité à traiter tout type de population, hein, déjà. Et ça, en fait, on le fait vraiment au jour 1. L'expérience fait qu'on déploie d'abord sur un petit périmètre, comme tu le disais, et en fait, un déploiement EPM, Mhm. comme on l'a vu sur le slide, c'est vraiment quelque chose qui se fait par vague. On déploie d'abord sur un petit périmètre, on apprend de ce petit périmètre, et puis à chaque vague, on vient étendre le périmètre, on vient étendre les cas d'usage, ce qui nous permet d'avoir une visibilité complète et transparente. Un Ouais. POC, D'ailleurs, pour répondre clairement à la question, un POC, c'est sur une période, on va dire, de 2-3 semaines, mais c'est pas 2-3 semaines euh, de jours, parce qu'en fait, on va travailler, je le disais, par vagues. C'est des vagues qui vont prendre au début peut-être une demi-journée pour la configuration initiale, et après des vagues d'1 heure ou 2 heures tous les 3-4 jours, toutes les semaines, pour visualiser ce qu'on a vu rentrer dans les logs et adapter notre configuration. et d'ailleurs, là, par rapport à ce que tu viens de dire, ça me fait penser que même sur des parcs très, très larges et compliqués, si on parle de 10 000 machines ou plus, j'ai envie de dire, qui peuvent paraître vraiment un gros morceau, c'est un peu la même stratégie. C'est démarrer petit, on cible, on apprend, et après on étend. Le produit a été fait, a été conçu pour ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment capable d'aller de manière très granulaire, petit à petit, en répondant directement aux besoins, aux use cases vraiment de manière ciblée, et après on étend par rapport tout simplement à la vie de l'entreprise, comment c'est perçu, et encore une fois, tout est modulable. Donc, ouais, population pilote, on met en place les quick wins 80%, après on fait du scaling progressif, et après je pense que ça peut être aussi intéressant et intelligent des fois sur ce type de déploiement, d'adapter aussi les licences de manière un peu crescendo et pas prendre un bloc d'un coup. Donc, donc voilà, ouais, donc c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais écoutez, ça touche à sa fin. On va rester encore peut-être 1 minute, mais voilà, l'idée c'est que vous l'avez compris, c'est qu'on peut réaliser ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, pour conclure, c'est que cette notion de privilège sur les postes de travail, ce sont des choses qui auraient dû être faites, qui existent déjà depuis 40 ans. Mais on s'est heurté à des systèmes où on a une binarité entre user et administrateur. On n'a pas forcément de rôle de partie airbag sur ça en disant oui, je peux faire ça, je peux vraiment m'appuyer sur ce type de comportement et non. Non, non, on est brutalement à travers ces deux mondes, tu appartiens à la team utilisateur ou tu appartiens à la team administrateur. Donc, c'est grâce à ça que ce genre de produit nous permet de répondre à ces besoins. C'est-à-dire que sinon, on arrive avec des sujets comme on l'a eu, on dit comment je fais pour retirer le droit administrateur? Ah bah alors là, je pars un peu avec ma quête et mon bâton, ou quoi, avec en quête, et je vais me heurter à nos équipes qui vont tous me dire j'en ai besoin et après il faut trouver des parades techniques. Là, grâce à des solutions comme BeyondTrust et EPM, ça nous permet de réaliser ça sereinement et avec une vraie visibilité. Ok, Mot de la fin, peut-être que ce qu'on peut proposer à ceux qui sont bien sûr intéressés, c'est de tester ça dans leur contexte. Donc, on est tout à fait disposé à offrir une version d'évaluation de nos solutions. Pas forcément pour rentrer dans un mode de coercition où on va enlever les droits d'admin, on va bloquer les gens, etc. Mais au moins déjà pour déployer quelques agents sur un périmètre pilote et voir exactement où en est la consommation de l'usage des applications pour une certaine population que l'on veut tester et se faire une première idée voilà, sur ce que l'on pense être un patrimoine applicatif maîtrisé et le risque qui peut y être associé. Et puis après, petit à petit, jouer avec pendant une semaine ou deux, pourquoi pas, voire même un peu plus, pour commencer à faire évoluer les usages et impacter une politique de sécurité. Donc n'hésitez pas, je pense qu'on reviendra vers vous naturellement pour vous proposer un test ou au moins une démo dans un contexte qui soit plus proche du vôtre et de votre réalité. Et puis, si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à revenir vers nous, vers BeyondTrust directement, vers Miel ou bien sûr vers IC Consult pour pouvoir avancer sur ces différents sujets. voilà. Et puis garder en tête que ça peut la notion de sécurité par défaut, c'est qu'on ne peut pas protéger ce qu'on ne voit pas. Donc c'est pour ça que la partie de cartographier et apprendre des gens, au lieu de leur demander qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous avez besoin de droit administrateur,
bah, on apprend, comme ça on arrive avec des éléments solides et un vrai plan de bataille. Ok. On vous remercie et puis Merci n'hésitez beaucoup. pas. Bonne Merci, au journée à revoir. tous. Merci à tous, au revoir.